Romain Gary, La tête coupable, chapitre 3. L'impôt sur Gauguin. Dehors, la nuit tahitienne, qu'on appelait celle qui a charge de caresse, au temps où les choses avaient encore leur vrai nom, l'entoura de ses bontés. Chaque fois qu'elle l'accueillait, Con avait l'impression de pénétrer dans une sorte de harem immatériel, où des servantes maîtresses invisibles s'empressaient autour de lui avec une tendre sollicitude. Il se sentait entouré d'une féminité immanente, faite de douceur, de battements secrets, de frôlements, de souffles et de murmures prometteurs. La Vainée n'avait alors qu'à paraître. Vous étiez en état de grâce. La nuit tahitienne s'acquittait ainsi de sa tâche aphrodisiaque que les vrais dieux jadis lui avaient assignée. Le Chinois n'allait sans doute pas remarquer le tiroir fracturé avant le lendemain, alors que son contenu aurait déjà été agréablement dépensé. Quant à Con, il allait mettre la moitié de côté pour un achat de matériel, bien que ce fût de l'argent jeté par les fenêtres. Les tableaux qu'il signait Gengis Khan, pseudonyme qu'il avait adopté en hommage à un autre insoumis célèbre, et dont il se sentait la réincarnation, un comique de cabaret juif, fusillé par les Allemands, étaient peints par les élèves dans l'atelier de Paava. Mais les touristes qui venaient dans la maison du jouir s'attendaient à y trouver une atmosphère artistique, et il fallait bien laisser traîner, ici et là, quelques tubes de peinture et quelques toiles inachevées. Con avait découvert le filon peu de temps après son arrivée dans l'île, 18 mois auparavant. Tahiti vivait dans le culte de Gauguin, curieux mélange de remords et de fierté. On avait laissé le peintre crever dans l'indifférence et la misère, entouré de tracasseries administratives et policières, sans oublier la haine farouche des missionnaires, dont le dernier survivant, le R d'homme Henri de Laborde, écrivait 30 ans après la mort de l'artiste « Je voudrais que le silence se fît sur ce triste individu ». Aujourd'hui, on chérissait la mémoire de celui dont les toiles, reproduites à des millions d'exemplaires, avaient tant fait pour le mythe tahitien et pour le tourisme au paradis terrestre. Bref, c'était un fromage de tout repos, et Con s'était installé là-dedans confortablement. Il avait entrepris de faire payer à Tahiti ce qu'il appelait un impôt sur Gauguin. Et, malgré la concurrence, il y réussissait assez bien, grâce surtout à son physique et à son mode de vie déplorable. Avec sa casquette de capitaine au long cours, son anneau d'or dans l'oreille, sa barbe de pirate et son regard foudroyant, il faisait la meilleure impression aux touristes. Tout le monde dans l'île connaissait le Faré du peintre, à quelques kilomètres de Puavia, avec ses 2 statues en bois sculptées aux motifs érotiques, fidèle réplique de celle que Gauguin avait placée devant sa case à Atua, à la grande indignation de l'évêque des Marquises. La maison du jouir de Con n'avait de l'original que le nom, mais le directeur de l'agence Tourisme Grand Sud, M. Bizien, se proposait de reconstituer sur la plage la demeure de Gauguin dans le cadre du circuit culturel de l'île qu'il était en train de mettre au point. Son allure de fauve crasseux, ses coucheries, ses querelles avec les autorités et ses outrances de langage faisaient également un excellent effet, conforme au cliché, à la tradition du peintre maudit et du génie méconnu, ainsi qu'aux souvenirs inoubliables laissés par son illustre prédécesseur. Pour plus de réalisme, il exposait de temps en temps à Papette quelques barbouillages infâmes qu'il exécutait personnellement et qui choquaient tellement la bonne bourgeoisie de la ville qu'il lui assurait l'impunité. On n'avait pas envie à Tahiti de se mettre un deuxième Gauguin sur le dos. Il est donc faux de dire que les hommes recommencent toujours les mêmes erreurs et qu'ils ne tirent aucune leçon de l'histoire. Con n'avait pas eu immédiatement son idée d'impôt sur Gauguin. Au début de son séjour dans l'île, le tourisme lui versait 20 francs par jour pour qu'il remplît l'emploi, indispensable à la couleur locale, du paria des mers du Sud, dont sont tellement friands les amateurs formés à l'école de la littérature exotique et du romantisme des îles. Con y avait ajouté une touche personnelle qui lui avait tout de suite valu l'estime de Bizien. Il s'était mis à incarner ce personnage type de l'histoire contemporaine, un ex-combattant aux côtés de Castro, dans la Sierra Maestra, qui avait perdu ses illusions et, le cœur brisé, était devenu une épave à Tahiti. Jeune ex-savant, désespéré par le rôle destructeur de la science, fourvoyé dans l'horreur nucléaire, et qui, le cœur brisé, était devenu une épave à Tahiti. Ex-communiste,
qui, après le coup de Budapest, avait déchiré sa carte du parti et, le cœur brisé, était devenu une épave à Tahiti. Ex-aviateur américain fait prisonnier par les Viet Cong, qui avaient accepté de dénoncer son pays à la radio d'Hanoï, et, le cœur brisé, était devenu une épave à Tahiti. Ex-scénariste d'Hollywood qui avait prostitué son talent et, le cœur brisé, Bizien admirait l'aisance avec laquelle Cohn s'improvisait des ex toujours nouveaux, selon l'humeur du moment. Lorsque le guide Puccioni, au hasard d'une rencontre, à la terrasse du café, offrait un verre au paria des îles et obtenait une confession que le déclassé finissait par faire comme un contre-cœur sous le regard apitoyé des étrangers. Les plus émus ne manquaient jamais de glisser ensuite quelques billets à leur Cicérone, en le priant de remettre discrètement l'argent à ce malheureux. Ce salaud de Puccioni prélevait 20% de commission, ce que Cohn dénonçait avec indignation comme un acte profondément immoral. Bien qu'il eût parfaitement mis au point son personnage de Gauguin, il arrivait encore parfois à Cohn de se livrer à ses improvisations devant des visiteurs, lors des moments pénibles où il tombait nez à nez avec lui-même et reprenait contact avec son identité véritable, celle qu'il avait fui pour devenir le cœur brisé.